Alors, je vais donner la parole maintenant à Marie. Marie qui a beaucoup travaillé avec Jean quand même sur ces approches, c'est-à-dire que tout ce qui a été vu, elle connaît déjà. On va aller vers vers une approche d'apprentissage, puisqu'il y a la possibilité d'éprouver ces dimensions corporelles. On va voir comment de les éprouver. En quelques mots, Marie, un parcours d'ingénieur, encore une fois, donc très structurant, 20 ans dans l'industrie, ST Microelectronics, Helvet Packard, un travail en Suisse, puis après 20 ans orienté plus vers le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, c'est bien ça ? Et la médiation. Et la médiation, voilà. Eh bien, Marie, je te donne la parole et on démarre. Bon. Est-ce que vous l'entendez bien ? Je vais essayer de faire une grosse voix, mais c'est pas gagné. Voilà. Bon, ben j'espère que je ne vais pas m'endormir parce que c'est l'heure fatale. Alors, j'espère que vous vous endormirez avant moi. Alors, avec ce qu'on a vu Jean, avec ce que Jean a expliqué ce matin, c'est qu'on a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental. Et notre corps physique, on a l'habitude d'en prendre soin. Tous les matins, en général, on se lave, on y fait attention, on se nourrit bien, on fait de la gymnastique. Enfin, on en prend soin, on a de l'hygiène pour ça. Michel nous a fait une merveilleuse démonstration sur comment justement être de plus en plus en contact avec son corps. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est irrégulier, non ? Non, c'est bon ? Ok. Et comment vraiment rentrer dans les sensations du corps avec le gustatif, avec l'olfactif, de faire attention à tout ça. Mais toutes ces attentions-là, rarement on les prête à ce qui se passe sur le plan des émotions ou sur le plan du mental. Donc, je vais démarrer par vous développer un petit peu comment ça marche. Alors, il faut que je comprenne comment ça marche ça. D'après la suite. Alors, dans le monde, en général, on reçoit des infos. Les infos, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose que vous avez vu, enfin tout ce qui vient. Et puis là, on va capter ça par les canaux sensoriels. 75% par la vue, le reste par le sens kinesthésique, le sens du toucher, l'olfactif, le gustatif, l'acoustique. Et puis ça va créer une sensation. Et au moment où on perçoit qu'on a une sensation, c'est ce qu'on appelle la perception. Et déjà au niveau de la perception, on commence par faire des filtres. J'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et après, ça va rentrer dans la moulinette du cerveau où on commence à interpréter. En fait, on est incapable de voir quelque chose sans l'interpréter. C'est comme ça qu'on construit notre réalité. Sinon, on ne s'y retrouve pas. On a besoin de mettre des cases, des noms, de se repérer, etc. Donc là, il y a une petite moulinette qui va interpréter tout ça, qui va faire des hypothèses, des déductions, etc. et qui va donner du sens. Et le sens, ça va soit déboucher sur un sentiment, une émotion qu'on va avoir, ou sur une action qu'on va faire, quelque chose qu'on va dire, ou un comportement qu'on va avoir, une mimique, etc. Et tout ça, effectivement, ça va donner ce qu'on appelle une réponse. Et la réponse, elle va être destinée à votre interlocuteur ou à ce qui s'est passé. Donc du coup, ça va créer ce qu'on appelle un feedback. C'est le retour que vous faites à l'environnement. L'environnement, il reçoit un retour, il renvoie une autre info. Et on est dans une boucle incessante de traitement de l'information. Je vais développer un petit peu plus ça. Ah oui, je remonte là, mais ce n'est pas la peine, j'ai ça à la main. Donc typiquement, il y a ce qu'on appelle la réalité de premier ordre, c'est ce qui existe. C'est les faits, les expériences, les comportements qu'on va observer. Et puis ensuite, nous, on interprète. Donc on passe tout de suite on va construire notre réalité. Et on va la construire avec une espèce de moulinette qui va faire qu'on va faire des hypothèses, qu'on va sauter à la conclusion bien souvent, faire des déductions, et ce qui va en découler, de ce qu'on va mouliner ici, il va en découler l'état d'esprit dans lequel on va se trouver, l'état d'être, l'état émotionnel, les réponses qu'on va donner, des décisions, des états d'esprit. Donc typiquement, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est ce qu'on observe. Pas la peine d'y toucher. Ça, on peut essayer de faire quelque chose. On peut essayer de serrer les dents quand vous êtes en colère, de faire semblant de ne pas y être, quand vous avez une réaction spontanée, de faire semblant que ce n'est pas ça, etc. On peut travailler sur le comportement, sur les réactions. Mais en général, les changements ne sont pas durables. Puis il y a un petit dicton que j'aime bien qui dit « Chassez le naturiste, il rentre au bungalow ». Et là, c'est cuit. Alors, le seul truc qui vous reste, c'est de travailler à ce niveau-là. Et là, je dirais, c'est là où la pause s'impose. Ralentir le système.
parce que c'est là-dessus où on a un vrai espace de liberté et de libre arbitre. Il n'y a que là où on peut vraiment jouer de manière durable en essayant de changer des trucs. Et c'est pas facile, parce qu'on est préformaté pour pas bouger. L'homéostasie, c'est ce qui nous maintient ce qui maintient le corps en fonctionnement. Hein. Tout notre être, il aime bien, il n'aime pas le changement. Si on peut ramener les choses, garder nos schémas, garder nos scénarios de vie, etc., c'est bien plus spontané, ça semble plus naturel. Donc, juste pour vous montrer à quel point on est préformaté. Je vais faire un exercice pour vérifier que personne dort encore. La photo à 100 balles. Un mur en pierre. Est-ce qu'il y en a un qui remarque un petit truc qui est inhabituel dans ce mur-là? Il faut que je me pousse parce que les autres ne voient pas. Ah, mais après, je lui fais des blagues parce que lui, il essaye de suivre. Qu'est-ce qu'il y a là qui n'est pas standard? Il y a un petit caillou. Eh bien, regardez bien, il y a un autre truc qui n'est pas standard. D'autres choses? Ouais. Bon, ben, je vous félicite pas, vous n'avez pas trouvé. Je vais vous souffler la réponse et on va voir ceux qui la voient. Et bien là, au milieu, il y a un cigare. Vous arrivez à le voir? Qui c'est qui le voit? Petite moitié. Alors j'aide les autres. Sympa. Oh, pardon, il fallait appuyer sur l'autre. Est-ce que vous le voyez là? Et si on revient en arrière, alors c'est le rouge. Ce coup-ci vous apparaît? Eh bien en fait, votre cerveau, il filtre toutes les infos. Vous ne pouvez pas concevoir qu'il y a un cigare dans le mur, donc vous ne le voyez pas. Donc on est préformaté. Si ce n'est pas rentré dans notre système de décodage, on ne voit pas. On filtre la réalité à un point pas possible. Autre petit exemple, pour voir si vous suivez toujours. Alors, est-ce que là vous remarquez quelque chose? Bon, il a la tête en bas, ok, à part ça. Je vais me mettre là-bas. Il s'est lavé les dents? Ça fait des résonances, hein. Je les entends. Merci. Bon, je vous donne la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu imaginer en le regardant à l'envers qu'il avait cette tête-là? En fait, notre cerveau, il n'est pas habitué à décoder les visages à l'envers, alors qu'on est tout à fait capable de décoder les expressions faciales de n'importe qui dans le bon sens. En bref, tout ça pour vous montrer que votre cerveau, il vous raconte n'importe quoi et que vous ne voyez rien. Alors typiquement, j'allais dire, le cerveau, comment il fonctionne? Ben, il y a une espèce de baril de pétrole dans lequel vous mettez tout en vrac. Il y a les croyances, les expériences, les mémoires. Elles peuvent venir de cette vie-là ou d'autres vies, pour ceux qui croient qu'on a plusieurs vies. Il y a les blessures, il y a en fait grosso modo l'inconscient, tout ça qui prend énormément de place. Il y a les empreintes sensorielles, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Et puis tout ça, alors c'est déjà bien épais, et ça passe dans la moulinette du mental, dans la raffinerie. Et c'est à partir de cette matière-là qu'on va se croire hyper intelligent et qu'on va commencer à faire des déductions, des hypothèses auxquelles on croit, en se disant oui, j'ai bien réfléchi, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on interprète notre monde, grâce à ce pétrole brut bien chargé, souvent. Alors la manip, on peut essayer de travailler un petit peu des deux côtés pour essayer de calmer le jeu. Alors une des méthodes
Alors, oui, pour revenir à ça, donc la partie pétrole brut, en fait, ça représente tout ce qui est inconscient. C'est le système d'intuition et instinctif. Et en fait, c'est un système qui est associatif, il marche par comparaison d'images, il est en pilote automatique, il est extrêmement rapide. Et puis derrière, la partie qu'on mouline, on a vraiment l'impression de réfléchir, et ben c'est 5%, ça nous demande des efforts, c'est lent, c'est indécis, on ne sait jamais, on hésite, on mesure. Et puis ça ressemble à... C'est logique, c'est des opérations logiques. Alors pour changer ça, il y a la première chose qu'on peut faire, c'est la méditation. C'est ce qu'il y a de plus connu. Et puis c'est vraiment là où on ralentit le rythme cérébral, d'arriver à désamorcer un petit peu ce qui se passe. Alors il y a plein de formes de méditation. Le but en général, c'est vraiment d'apaiser l'esprit et de commencer à s'ouvrir au soi et par là même s'ouvrir à tout l'univers. Et puis de commencer à capter un petit peu ce qu'est la réalité, quoi, d'avoir une vue plus profonde de ce qui existe autour de nous. Alors il y a plein de postures, il y a plein de formes. Il y a de la méditation marché, il y a le tai chi, qui est une méditation en mouvement. Vous avez des postures de gymnastique chinoise, vous avez trouvé plein de choses. Il y a des pratiques qui sont intéressantes, qui sont celles de l'amour bienveillant, vraiment développer sa capacité d'amour pour soi et pour les autres. Il y a la pratique de la compassion, d'arriver à comprendre ce que vit l'autre, de prendre la mesure de ce qui se passe pour l'autre et d'être un être plein de compassion, d'accompagner ça. La joie altruiste, le fait de pouvoir se réjouir, de cultiver la joie, et l'équanimité qui est la capacité à garder le même état d'esprit quels que soient les événements extérieurs, à rester stable au milieu du chaos et de la tempête. C'est pas gagné d'avance. Et puis, donc, vous allez trouver ça... Ah, j'ai été trop vite, je recule d'un cran. Donc, vous allez trouver plein de formes de méditation. Il y a la Vipassana, qui a 2500 ans, qui va travailler d'abord sur le sensoriel, centré sur le souffle, vraiment rentrer en contact avec le soi pour après s'ouvrir à d'autres dimensions. Vous avez le zazen, la tibétaine, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la méditation, on la trouve dans toutes les traditions. Et vous allez la trouver chez les orthodoxes. Ils ont une forme de méditation qui s'appelle la prière du cœur, où ils invoquent le nom de Jésus au rythme de la respiration. C'est une autre manière de se centrer. Vous avez la contemplation chrétienne, vous avez l'oraison des Carmènes. Les méditations soufis, vous avez les derviches tourneurs, entre autres. Et puis les méditations kabbalistiques, où ils vont méditer par exemple sur les lettres hébraïques, ou sur le nom de Dieu, ou sur des choses comme ça. Donc on la trouve un peu partout. Et puis, les bénéfices de tout ça, il y a des bénéfices à rentrer tout doucement dans cette discipline ou dans ce moment de repos aussi. Parce que ça peut être juste un moment de repos et de se donner un petit peu de temps, d'attention au soi, démarrer. Et ben c'est vraiment que ça crée des ouvertures de conscience, ça va créer une ouverture sur le plan mental, spirituel, et ça aura également des effets sur les plans émotionnels et physiques. Donc ça va vraiment apaiser l'esprit, ça ouvre le cœur. On voit que les méditants, ils finissent par avoir des sensations d'amour, d'ouverture sur le plan du cœur. Et puis il y a d'autres applications. En ce moment, on entend beaucoup parler de la mindfulness, et entre autres, il y a John Kabat-Zinn qui a introduit ce qu'on appelle le MBSR, la méthode de réduction du stress par la pleine conscience. Donc ça, c'est des mouvements, vous allez trouver plein de méditations guidées, il y a plein de choses qui paraissent là-dessus, qui sont assez faciles d'abord, et qui peuvent être vraiment aidantes. Et puis on voit qu'il y a également des effets sur les maladies, les douleurs chroniques, ça renforce le système immunitaire, il y a plein d'effets bénéfiques. Mais j'allais dire, c'est comme le violon, il faut en faire un petit peu tous les jours pour que ça commence à s'inscrire. Et puis, par rapport à ça, il y a aussi des trucs qui peuvent être un peu facilités. Parce que le but de ça, enfin, moi, mon exposé ou mon but, c'est de vous donner envie d'y aller. Alors, il y a autre chose que moi j'ai découvert, que j'appellerais la méditation pour les nuls. C'est la méditation assistée par les sons. Mais dans l'état des recherches actuellement, on peut travailler avec les sons pour essayer d'amener les gens à apaiser l'esprit, à focaliser leur attention, etc. On peut aussi, il y a des recherches qui se font pour travailler avec les faisceaux lumineux, en alternance, qui vont créer les mêmes effets. Donc, il y a l'Institut Monroe, qui était un des premiers, il y a d'autres instituts que ça qui travaillent là-dessus, hein, mais c'était les premiers en tout cas à déposer un brevet en matière. Et l'Institut Monroe, qui est aux US, en Virginie à Faber, eux se sont donnés pour mission l'exploration de la conscience humaine
être une force d'entraînement pour la découverte du soi profond et pour la transformation par la recherche, l'éducation, l'investigation et l'innovation. Donc ils font principalement de la formation et de la recherche. Et en 1974, Bob Monroe a déposé un brevet qui mettait donc en lien le fait que les fréquences sonores qu'on entendait pouvaient créer des changements sur l'état d'esprit dans lequel on était et pouvaient aider à focaliser l'attention sur un seul point d'attention. Donc typiquement, les expériences qui sont faites, c'est oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on médite aussi, il y a d'autres phénomènes qui se passent. On voit que les gens qui méditent synchronisent leurs hémisphères. Et en fait, l'Institut Monroe a travaillé avec ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire qu'ils ont pris, par exemple, des maîtres zazen qui mettent 20 minutes à se mettre en méditation profonde, où ils synchronisent leurs hémisphères, et eux, avec des électroencéphalogrammes, ils enregistraient ce qui se passait au niveau du cortex cérébral, et puis c'était de reproduire ces patterns d'ondes sous forme de patterns comment on appelle ça, de schémas de son. Donc on voit que normalement, quand on fonctionne normalement, donc les zones de couleur, elles indiquent des bandes de fréquences. Et on voit que des gens qui sont comme vous et moi, comme moi en ce moment, hein, je ne suis pas spécialement synchronisée, peut-être à peine avec le micro, on fonctionne comme ça. Et à partir du moment où on commence à travailler avec la méthode de Emising, qui s'appelle « On arrive à synchroniser grâce au son les hémisphères cérébraux ». Je vais vous faire une petite démo. Je la fais courte parce que la démo que j'ai, elle vous emmène vers l'endormissement, donc ce n'est pas le but de la manip. En fait, ce qui se passe, pour être plus précis, l'oreille humaine, elle entend à peu près à partir de 60 Hz. Et puis on sait que les ondes intéressantes de la méditation profonde, c'est 4 à 8 Hz, c'est dans cette fréquence-là. Mais ça, c'est des sons qu'on n'entend pas. Par contre, le brevet sur lequel ils ont déposé ça, c'est que si on introduit dans une oreille 100 Hz, dans l'autre 104, notre cerveau, il va fabriquer automatiquement un son qui n'existe pas à l'extérieur, mais il va fabriquer un vibrato de 4 Hz. Donc c'est à partir de cette technologie-là qu'ils vont prendre les schémas d'ondes qu'on a pour quelqu'un qui médite, et puis qu'ils vont les introduire par différence de phase dans les oreilles. Et ça, on a une capacité naturelle au cerveau, du cerveau de gérer ça. Si vous êtes quelque part et que vous entendez qu'il y a un oiseau qui chante, là-bas derrière vous, vous êtes capable de dire, ben tiens, dans cette direction-là, il y a un petit oiseau qui chante. Donc ça veut dire que quand il y a un oiseau derrière vous, le son arrive décalé. Donc votre cerveau, il fait automatiquement une différence de phase, c'est ce qui vous permet de localiser. Donc il n'y a pas plus naturel et normal que de pouvoir faire ça. Je vous fais juste écouter les sons pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Alors, là on entend le bruit des vagues. Maintenant que vous êtes plus détendu, voici une démonstration du son Emising. D'abord, changeons le fond sonore de l'océan en un son rose. Le son rose que vous entendez en ce moment est un son qui contient tous les sons. Il est appelé son rose pour indiquer que le volume du son dans la gamme des aigus et des graves a été réglé pour compenser les pertes auditives de l'oreille humaine. Nous utilisons ce son de base pour que l'esprit ait une source, pour créer des sons qui lui sont propres, quels qu'ils soient. Puis, nous introduisons une tonalité simple et claire dans une oreille, comme ceci. En général, ça s'écoutait qu'un casque, c'est pour ça qu'ils disaient qu'une oreille, l'autre. Si nous introduisons la même tonalité dans l'autre oreille, le son est identique, comme cela.
Maintenant, substituons dans une oreille un son légèrement différent en fréquence. Écoutez maintenant l'effet produit. La vibration du son que vous entendez, l'effet de vibrato, c'est vous qui le créez dans votre esprit. Il ne vient pas de la cassette. C'est un modèle synthétisé par la coordination des hémisphères droit et gauche de votre cerveau, ce que l'on appelle hémisync ou synchronisation hémisphérique. Détendez-vous maintenant, car Surtout nous allons pas. introduire plusieurs sons hémisync ensemble, simplement pour votre entraînement. Dormez si vous le désirez. Non, Je vous j'arrête. rappellerai quand il sera temps de vous réveiller. Parce qu'après, il vous emmène dans le sommeil, donc c'est pas le but de la manip. Mais voilà. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir qu'il y a des bandes dans lesquelles on va connaître des états de conscience qui vont être différents. Donc, typiquement, dans les ondes plus lentes, les ondes delta, on va être dans le sommeil. Donc ça, vous connaissez déjà tous, j'espère. Ensuite, relaxation, méditation, ça va être les ondes θ, de 4 à 8. On sait qu'en ondes alpha, on va être dans la créativité, typiquement le 8 ou 12 Hz. C'est des fois des états qu'on connaît au moment de l'endormissement quand on se réveille. Et là, on a plein d'images qui viennent ou plein d'idées qui arrivent, etc. Il y a plein de choses qui se synthétisent à ce moment-là. Bêta, c'est quand vous êtes à fond sur un sudoku, un problème de maths ou des mots croisés pour les littéraires, ou quand vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est ce que vous allez produire. Et puis gamma, c'est ce qu'on appelle la connaissance spontanée. En anglais, c'est les insights. Donc on a remarqué que les gens, par exemple, il y a des moments où on va percuter une idée qui avant n'était pas évidente. Puis d'un seul coup, pof, ça s'allume. Il y a la lumière à tous les étages. Vous savez, sur les dessins, les bandes dessinées, on représente ça avec la petite ampoule, là, tchac. Et ben on a remarqué qu'avant que quelqu'un connaisse cette évidence finalement qui s'impose à lui, parce qu'au moment où ça vient, ça devient évident. On se dit, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Oui, c'était ça. Et bien juste avant, on voit qu'il va produire des ondes gamma synchronisées. Donc l'intérêt de cette technologie, c'est pas de se marier avec quoi que ce soit. Pour moi, c'est un outil de démarrage. Et puis c'est un outil que moi j'utilise pour donner aux gens le goût de commencer à s'intéresser à leur intérieur, à s'intéresser à ce qu'ils captent, à qui ils sont, à commencer à travailler avec leur intuition ou à travailler avec d'envoyer des questions puis de recevoir intuitivement les réponses, ou d'apprendre à se concentrer. Donc ça peut être appliqué sur plein de choses. Il y a plein d'applications dans le domaine du Monroe. Entre autres, la relaxation, l'apprentissage accéléré, le bien-être, la réduction du stress, la résolution de problèmes, et puis vraiment de rentrer. Alors, une des choses que moi je préfère, c'est tous les états où on commence à rentrer avec sa propre guidance. Moi, j'ai eu la chance d'expérimenter, parce que je suis tombée d'une échelle, et je me suis cassé les côtes et perforé le poumon. Et le pneumothorax, c'est vraiment un truc qui fait très très mal. Je ne connaissais pas la méthode avant d'accoucher, donc je n'ai pas pu essayer là-dessus. Mais j'ai pu essayer sur le pneumothorax. Et donc je ne pouvais plus parler, j'étais vraiment dans une grande, grande douleur. Et j'avais moi une petite application que j'utilise qui s'appelle Catnapper, le petit somme. Ça vous permet de faire un cycle complet de sommeil en une demi-heure. Et ça vous ressource. Au bout d'une demi-heure, vous vous réveillez, vous êtes complètement alerte, bien réveillé, et vous avez vraiment récupéré. Et j'avais que ça dans mon Walkman. Donc j'ai dit à Jean, j'étais par terre, va me chercher mon truc. Et j'ai mis ça, et j'ai pu arriver à l'hôpital, aux urgences, détendue, souriante, en chaise roulante, mais l'air tout bien. Du coup, ils m'ont fait attendre un peu plus qu'ils n'auraient fait, mais bon. Et au moment où les piles se sont arrêtées, parce que c'était sur piles, je peux vous dire que j'ai redégusté. Hein. Mais j'ai vu que même sur des choses comme ça fonctionnait. Voilà, donc le but de ça, c'est vraiment d'avoir des outils qui facilitent l'entrée dans cette démarche et puis qui donnent le goût de ça. Parce que je pense que tant qu'on n'a pas le goût, on n'a pas envie d'y aller, ou on est peut-être un peu plus flemme ou un peu plus indolent. Il y a une autre chose qui marche très très bien, qui s'appelle la régulation émotionnelle. Et la régulation émotionnelle, c'est une capacité naturelle qu'on a tous. De la même manière qu'il y a 20 ans, quand vous disiez à quelqu'un « visualise ça », les personnes ne savaient pas ce que ça voulait dire que visualiser. Maintenant, c'est rentré dans le langage courant.
tout le monde, à qui vous dites visualise ce truc-là, tac, c'est spontané. Et la régulation émotionnelle, d'ici quelques années, ça sera la même chose. En tout cas, c'est ce que Luc Nicon, le fondateur de la méthode, espère. Donc il met tout à disposition pour que les gens puissent se réapproprier cette capacité naturelle qu'ils ont. Donc pourquoi on va s'en servir de la régulation émotionnelle? On va s'en servir pour gérer tout ce qui sera difficulté émotionnelle, des émotions avec lesquelles on n'est pas forcément confortable. On peut travailler sur la colère, sur la peur, sur un ressenti un peu diffus, pas envie de vivre, découragé, où je me sens tout le temps culpabilisée, ou des choses comme ça, où on peut vraiment désamorcer les empreintes qui sont à la racine de ça. Alors, en général, quand il y a quelque chose qui nous dérange, les 4 comportements qu'on va avoir, ça va être soit un comportement d'agressivité, l'attaque, soit un comportement de fuite, on va éviter les situations, ou soit la prise de pouvoir, c'est-à-dire qu'on prend la main sur le groupe ou sur l'environnement pour contrôler. Ou bien l'inhibition. Là, on a les neurones qui se mettent à zéro, il n'y a plus rien qui fonctionne et on reste paralysé. On ne sait pas quoi faire. Et c'est par rapport à ces attitudes-là qu'on peut commencer à travailler avec la régulation émotionnelle, ou sur tout ressenti qui n'est pas agréable. Moi, j'ai expérimenté par exemple sur le vertige. J'avais le vertige, j'ai fait une fois, ça a été réglé. J'avais un autre truc qui me faisait démarrer, et j'avais beau regarder en thérapie, j'avais compris d'où ça venait, etc. Je n'arrivais pas à gérer. Et en faisant ça, alors je ne dis pas que j'aime, mais maintenant j'ai plus ces réactions qui m'emportent, qui me donnaient envie de pleurer ou de coller une claque. J'étais entre les deux, toujours partagée. C'était difficile de décider. Donc Samari, ça s'appelle la régulation émotionnelle. Et le Tipeee, logo qui est au-dessus, Tipeee, c'est le nom qu'ils ont donné. Donc il y a Tipeee, en fait, on lui a demandé, le gars, on lui a demandé un nom, il a regardé dehors, il y avait un Tipeee, il a dit Tipeee. Puis après, il a rangé la crème et il a dit c'est technique de transformation des peurs inconscientes. D'introspection des peurs inconscientes, ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Et ça se passe extrêmement naturellement. Il s'agit, au moment où on a une émotion, on a toujours une manifestation physiologique, on va avoir des sensations. Donc au moment où il y a quelque chose qui se passe, alors si vous êtes au bord du vide et que vous avez le vertige, je ne vous invite pas à fermer les yeux juste au bord du vide. Vous reculez d'un pas, 3 pas, vous asseyez, et là vous fermez les yeux pour regarder ce qui se passe en vous. Et là le but c'est, je ferme les yeux et je ressens, en tout cas j'observe 1 à 2 sensations physiques. Et on va se rendre compte que quand on a peur ou quand on a quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vous a énervé, vous sentez que ça monte, fermez les yeux. Alors vous avez le temps d'aller aux toilettes, peut-être pas la peine de le faire face à l'interlocuteur qui vous stimule aussi fortement. Donc vous avez le temps de vous éloigner, de vous isoler de l'environnement qui vous sollicite. Et puis je ferme les yeux, je regarde 1 à 2 sensations et j'observe ce qui se passe. Et j'observe sans agir. De manière détachée. Tiens, il y a ça dans mon corps. J'ai la gorge qui serre. J'ai une boule dans l'estomac. Et j'observe. Ah tiens, la boule elle monte, elle passe. Là, ça me serre dans les dents. Ça me fait mal à l'oreille. Et ça s'en va. Pareil pour le ventre. Et quand c'est fini, vous ouvrez les yeux. Et là, vous êtes à nouveau face à la situation qui venait vous chahuter. Et vous allez voir que la manière dont vous allez envisager la situation, elle change. J'ai le témoignage, c'était jeudi soir, on a reçu un ami qui fait de la méditation vipassana, etc., qui me parlait de difficultés qu'il avait dans le monde du travail avec des gens qui ne sont pas aussi honnêtes qu'il peut l'être. Donc, où il y a pas mal de jeux de pouvoir. Et il me disait, mais tu ne peux pas savoir, dès que je vois un mail, j'ai plus envie de l'ouvrir, dès qu'il y a ces trucs-là, j'ai vraiment plus envie de traiter, ça me dégoûte, je veux tout arrêter. Et puis donc je lui dis, écoute, prends-moi une situation, on va travailler là-dessus. Donc on fait l'exercice, ça nous a dû nous prendre 10 minutes, même pas. Bon. Et le lendemain, donc c'était hier matin, il me rappelle en train de me dire, t'imagines pas quoi. Il était rentré, il voulait m'envoyer une info que je lui ai demandé. Il ouvre son ordi, il tombe sur un mail qui d'habitude l'aurait mis dans un état pas possible. Il me dit, j'ai pris le temps de m'arrêter, j'ai fermé les yeux, j'ai fait comme tu m'avais expliqué. Il me dit, après j'ai rouvert les yeux et j'ai eu des tonnes de nouvelles idées que je n'avais pas avant, sur la manière de gérer ça. Il me dit, en plus, j'ai dormi, alors que d'habitude, je n'aurais pas dormi. Et le lendemain, j'ai été capable d'appeler le client en étant calme, et puis de le calmer. Et il me dit, mais... Il n'était pas très convaincu au moment où je lui expliquais les trucs. Je lui dis, on essaye sur un truc, puis tu regarderas si ça marche.
Et je dirais, j'ai plein de témoignages comme ça, parce que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements, des fois pour désamorcer quand les gens sont en conflit ou en crise, des choses qui sont très réactives. Et vraiment, il n'y a pas plus simple, et ça fonctionne bien. Et ça, c'est une manière. Alors, qu'est-ce que dit la théorie là-dessus? Ils sont en train de faire des recherches en Allemagne, donc Luc Ticon travaille avec pas mal de chercheurs en Allemagne. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que nos comportements ou nos peurs, c'est ces choses, je dirais, sur lesquelles on n'a pas la main. On a beau se dire, c'est complètement idiot de réagir comme ça, ben n'empêche que moi, je réagis comme ça. Et puis j'ai beau essayer de calmer ça, de serrer les dents, de faire semblant que c'est pas là, c'est là. Et toutes ces choses-là où on n'a pas la main, très souvent c'est une empreinte sensorielle. Et à l'état des recherches actuellement, ce qu'ils disent, c'est que c'est en lien avec la vie périnatale, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, ou la vie intra-utérine. C'est là où il y a des empreintes qui se mettent et qui vont faire qu'après, suivant certains inputs, certaines informations qu'on va recevoir, certaines sollicitations, ça va se mettre en marche et on perd la main. Et ça, c'est une manière de désamorcer ses racines. Et quand on l'a fait, c'est définitif. Donc moi, je vous invite à essayer. Il y a des séminaires publics qui se donnent, qui sont gratuits, qui sont des séminaires publics sur Tipeee, où on apprend aux gens à le faire sur eux en direct. Parce qu'il faut 1 heure pour l'expliquer comme il faut. Moi, je vous ai fait en synthèse rapide. Mais je vous invite vraiment à aller regarder ça et à tester sur vous, parce que ça marche du feu de Dieu. Et ça facilite la vie. Ça fait petit à petit, on arrive à désamorcer plein de comportements qu'on avait, sur lesquels on a beau avoir travaillé, avoir compris pourquoi on avait ça, avoir mis avec la psychanalyse ou la psychothérapie, vous arrivez à faire des liens avec tout ce qui s'est passé dans votre enfance, mais des fois, c'est pas pour ça que vous en débarrassez. Je vais pas trop vite au niveau du rythme de parole. Et puis, j'allais dire, il y a une chose qui, pour moi, est essentielle, si on veut vraiment commencer à se mettre en route, à agir de manière un peu plus consciente sur nous-mêmes, c'est vraiment développer l'intention, donc d'être clair sur quelle est mon intention et son attention. L'intention, ça va être le sens qu'on donne, et l'attention, ça va être la manière dont on l'incarne, comment, dans les actes qu'on pose, les choses qui arrivent, Et ce qu'il faut savoir, c'est que là où on met son énergie, c'est là où on regarde, c'est ça qu'on nourrit. Et il y a un très joli conte que j'aime bien, qui est l'histoire d'un grand-père amérindien qui est en train d'expliquer la vie à sa petite fille. Et il lui dit, tu sais, ma chérie, en chacun de nous, en chacun des êtres humains, il y a 2 loups qui se livrent bataille. Le premier, c'est la haine, la jalousie, l'envie, la cupidité. Et le deuxième loup, c'est l'amour, la compassion, la générosité. Et ces 2 loups se livrent sans arrêt bataille à l'intérieur de nous. La petite fille le regarde et lui dit, « Et grand-père, lequel gagne ?» Et il lui répond, « Celui que tu nourris. » C'est pour ça que c'est vraiment important de commencer à focaliser son attention sur ce qui va vous nourrir. Et j'ai mis ce petit dessin, la rose et les fleurs, pas les mauvaises herbes. Alors ce qu'on voit, c'est que ce qu'on fait, que ce soit les paroles, les actes, les pensées, tout ça, c'est de l'énergie, comme l'a expliqué Jean ce matin. Et puis, il y a une énergie qui est dans les plus puissantes, c'est celle de la pensée, parce qu'elle préside à ça. Elle préside à la parole, elle va présider à l'acte qu'on va poser. Et, je veux dire, ces pensées-là, c'est comme des boomerangs, ça nous revient. Ce qu'on envoie, ça revient. Alors, il y a une petite image pour ça que j'aime bien. Ça vient d'un sage africain qui s'appelle Tierno Bokar. Et il explique que les pensées, c'est comme des oiseaux. Il dit, chacun de nous, on a derrière nous un grand mur, avec plein de petits trous qui sont des niches. Et il y a des niches pour des oiseaux blancs, et il y a des niches pour les oiseaux noirs. Mais les formes ne sont pas les mêmes. Donc les blancs ne peuvent pas aller s'installer dans les noirs, et les noirs ne peuvent pas s'installer dans les nids des blancs. Et il dit, quand vous libérez une pensée, c'est comme si vous envoyiez un oiseau, et vous dirigez une pensée vers quelqu'un d'autre. Donc vous lâchez un oiseau blanc. L'oiseau, il s'envole, et en face, il y a quelqu'un qui a aussi son mur avec ses trous, avec ses nids. Et là, si cette personne, elle a libéré des pensées blanches, des oiseaux blancs, votre oiseau, il va aller s'installer, il va pouvoir la recevoir. Mais si cette personne n'a libéré aucun oiseau blanc, l'oiseau blanc que vous aurez envoyé, il va arriver, il ne va pas trouver de nid, puis il va revenir chez vous. Et c'est la même chose pour les pensées noires. Donc quelqu'un qui va émettre énormément de pensées de haine, de pensées d'agressivité, etc., il laisse la place à l'intérieur de lui pour recevoir tous les oiseaux noirs qui lui seront envoyés. De la même façon, quelqu'un qui est vraiment
dans une démarche d'être au clair sur ce qu'il envoie, sur ce qu'il émet, de faire très attention à ça, il sera complètement imperméable. Je veux dire, tout ce qui arrivera de pensée négative ne pourra pas le toucher, parce qu'il n'y a pas de place pour que ça s'installe. Et c'est un espèce de cercle vertueux. Voilà, je cherchais. Et puis, donc, ça, c'est une illustration qu'on va retrouver pareil dans toutes les traditions, qu'est la loi du karma, la loi de cause à effet. Et vraiment, avec cette conscience qu'au niveau de la pensée, on est créateur et que ça nous revient, eh ben, ça nous donne un tout petit peu plus envie de faire attention à ce qu'on émet, à ce qu'on envoie et au service de quoi on met notre énergie. Et puis, moi, il y a une voie que j'aime bien, que j'ai appelée la voie du cœur. C'est pour commencer à changer des choses, parce qu'en fait, on est programmé en tant que mammifère à porter plus d'attention aux choses qui sont négatives qu'aux choses qui sont positives, puisque c'est ce qui a assuré notre survie. Je veux dire, il y a quelque chose dans l'environnement qui vient déranger, qui ressemble à un danger, pof, on est tout de suite en alerte et on mémorise. Mais à l'époque où on est, quand vous marchez dans la rue, vous avez peu de chances de vous faire dévorer par un ours. Donc c'est peut-être le bon moment de commencer à rééduquer cette faculté pour vraiment tuner notre attention vers ce qu'il y a de positif et vers ce qui sont les qualités du cœur. Il y a une pratique, celle de la bénédiction. La bénédiction, ça consiste juste au moment où on rencontre quelqu'un, à bénir cette personne. Alors c'est pas je te bénis au nom du Père et du Fils, enfin vous pouvez essayer comme ça, mais en tout cas moi c'est pas comme ça que j'ai compris. C'est plutôt face à quelqu'un, on rencontre quelqu'un, c'est du fond du cœur de lui souhaiter le meilleur, lui souhaiter d'être en santé, lui souhaiter de trouver sa voie, lui souhaiter de pouvoir exprimer son talent, exprimer qui il est, de pouvoir rayonner tout son potentiel. Et quand on met ça dans sa tête au moment où on rencontre quelqu'un, on coupe totalement l'énergie de jugement. Parce qu'en général, première confrontation, vous faites des cases. Ah tiens, il a ce truc-là qui est de travers, il a ci qui va là, tac, tac. Et c'est automatique, on fait des différences. Ah, il me rappelle mon ancien patron avec qui je me suis passablement frité. Ou, paf, il y a plein de choses qui viennent. Et dès que vous les amorcez, et ça c'est vraiment une habitude à prendre, je te salue dans ta splendeur, ou je te salue dans ta beauté, je reconnais la divinité en toi, ou avec la forme que vous voudrez, avec les mots qui vous conviennent. Mais ça va couper l'énergie de jugement, et c'est créateur. Et il y a un très très beau livre là-dessus, qui est un livre de Pierre Pradervan, qui est un Valaisan, un Suisse, et qui a écrit, alors j'ai moyennement le titre, « Vivre sa spiritualité au quotidien ». Mais là-dedans, il décrit vraiment tout le processus de bénédiction et ce que ça crée comme effet sur l'environnement. Et il y a plein d'exemples. Je veux dire, c'est un livre qui est extrêmement simple à lire et extrêmement bien documenté. Et puis, il y a la pratique de la gratitude. La gratitude, c'est la capacité à dire merci. Et pratiquer la gratitude, ça peut être très simple. Ça peut être de décider que maintenant, quand je me lève le matin, au moment où je pose le pied par terre, je dis merci. Merci à la vie, merci à la lumière qu'elle a, merci à tout ce que vous voudrez. Il y a plein de motifs de dire merci. Et le deuxième pas, c'est de redire merci. Et le troisième pas, de redire encore un merci. Ça peut être cette discipline-là qui va être d'installer vraiment la gratitude et de penser à remercier pour tout ce qu'on a. Et par rapport à ça, en tout cas, moi, il y a 2 livres que j'aime beaucoup. Enfin, il y a des témoignages. Je veux dire, il y a le témoignage d'Alice Herz-Sommer, qui est la plus vieille survivante de l'Holocauste, qui a passé, je ne me souviens plus de la durée, pas mal d'années dans les camps de concentration. Cette femme était pianiste. Et cette femme, elle a écrit un livre qui s'appelle Un jardin au milieu de l'enfer. Et elle a cultivé la joie. Elle était là-bas avec son petit garçon qui avait 4 ans à cette époque-là, donc, qui était avec elle. Son mari avait été... Son sort était réglé, je crois que ses parents y sont passés aussi. Il y a certains membres de sa famille qui avaient eu le temps d'immigrer avant, mais une grosse partie de sa famille et de ses amis ont été exterminés dans les camps. Et elle, c'était quelqu'un qui arrivait à rire tous les jours, et tous les jours à pratiquer la gratitude. Elle disait « tout est un cadeau ». Et de regarder ces témoignages, il y en a plusieurs sur le web, en plus en français ou traduits en français, c'est un vrai cadeau, parce que ça donne envie. Ça donne du sens, ça illustre ce qu'on peut faire avec tout ça et à quel point ça peut être une voie pour juste s'ouvrir de l'intérieur. Et puis j'allais dire, la gratitude aussi envers soi. Se remercier pour tout ce qu'on fait de bien, se remercier pour qui on est, se remercier pour plein de choses. Ensuite, il y a la chose du pardon.
Alors le pardon, il est souvent mal compris, le pardon. Et il y a une approche que j'aime bien pour travailler sur le pardon, qui renverse un petit peu le protocole. C'est l'approche d'Olivier Clerc, qui est quelqu'un qui a traduit les enseignements de Miguel Ruiz, qui est la personne qui a écrit les 4 accords Toltec, pour ceux qui connaissent. Et il parle du don du pardon, et il y a une chose que je trouve magnifique, qui est, quand vous avez quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a fait du mal, c'est de demander pardon à cette personne, de l'utiliser pour fermer votre cœur à l'amour. Et dans ce protocole, je trouve qu'il y a quelque chose qui se met en place et qui retourne ce qui est Je peux répéter ? Donc c'est demander à la personne qui vous a blessé, par exemple, vous me mettez une claque ou vous me dites un gros mot, et bien ça va être, alors évidemment je ne vais pas être très contente, hein, je ne suis pas dans un état de sainteté, et bien c'est là de réaliser que quelque part, je vous demande pardon parce que je vous utilise. Au moment où je me ferme à vous, que je suis en colère contre vous, je vous utilise pour fermer mon cœur à l'amour. C'est-à-dire que quand je fais ça, je me coupe de ma source. Et de vous demander pardon à vous en tant qu'être, de vous prendre comme motif pour ce mal que je me fais à moi-même, de me fermer à ce que c'est que l'énergie d'amour. C'est plus clair ? Non, c'est pas évident. Moi, la première fois que j'ai dû le faire, j'étais en run contre quelqu'un, je peux dire que ça m'a pris du temps. Hein. Mais ça marche. Ça marche. Et c'était une situation où j'en avais vraiment pris plein la tête et j'étais pas sûre que je le méritais. Et j'étais très fâchée et je me disais, mais avec tout ce que tu connais en communication non violente, en gestion des conflits, vas-y, t'es pas courageuse. Puis j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et puis bon, il y a quelqu'un qui me rassure en train de dire, mais pour qui tu te prends ? Tu crois qu'il va t'écouter ? Il écoute personne. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être juste du bon sens de ne pas y aller. Mais en même temps, j'avais pas envie que la situation ne se résolve pas. Et j'ai fait que travailler sur moi. Et j'ai travaillé avec une autre technique que j'explique pas là, qui s'appelle Ho'oponopono, mais que vous trouvez sur le web, qui est hyper répandue, et avec le don du pardon. Ça m'a pris un peu de temps, mais comme par hasard, la situation, elle s'est aplanie. Et avec cette personne, j'ai vraiment des rapports harmonieux. Et pour moi, c'était juste magique, quoi. Je me dis, le seul truc qu'on a à découvrir, c'est que l'univers, il est magique, et nous avec, quoi. Il y a plein de trucs qui sont hyper simples, mais si on commence à les pratiquer, pof, ça se met en marche, et puis c'est facile. Donc vraiment, le message, c'est qu'on n'est pas obligé d'en chier pour avancer. Mais moi, j'ai aussi beaucoup appris grâce aux gros coups de pied aux fesses que j'ai pris dans la vie. Mais bon. Et puis, l'amour. Et j'ai mis en premier l'amour de soi. Parce qu'une fontaine, elle peut donner de l'eau que quand elle est pleine, quand elle déborde. Et pour moi, l'amour, c'est essentiel parce que j'ai fait une grosse dépression. La seule chose que j'avais fait de bien, c'est que j'avais perdu du poids. Je me suis dit, plutôt que de grossir, ça sera plus facile à récupérer. Et j'étais vraiment au fond du trou. Et comme en énergétique, je suis dans les rayons les plus rapides, donc je descends très très bas. Bon, ça ne dure pas trop longtemps. C'est la seule bonne nouvelle. Et là, j'avais plein de techniques. Je connaissais bien les méthodologies de l'Institut Monroe, je connaissais plein de choses que je pouvais m'appliquer, mais j'étais tellement mal que je n'y arrivais pas. Et la seule chose qui m'a sorti du trou, c'est toutes les mains tendues pleines d'amour que j'ai reçues. Il y a plein de gens qui sont venus m'aider, qui m'ont tendu la main, qui ne m'ont pas jugé, qui m'ont partagé leur expérience en disant « Marie, t'en parles à personne, je le partage avec toi parce que ça va t'aider ». Toutes ces personnes que j'ai pu rejoindre. Et l'autre chose que moi j'ai expérimenté en étant dans la crise la plus profonde et en vivant, je veux dire, les fonds de tiroir, quoi, la vase la plus épaisse, quand on traverse sa partie d'ombre, c'est vraiment pas agréable, quoi. On sent la dernière des misères du monde. C'est dans ces moments-là, alors que je me disais comment je vais passer la journée, c'était horrible, plus je buvais, et... bref, j'avais pris de l'alcool parce qu'il y avait que ça qui m'aidait à tenir, il y avait des moments de grâce. Il y a des moments où j'étais complètement désespérée et d'un seul coup, il y avait un truc qui me tombait sur la tête et c'était un moment de joie gratuite. Je ne sais pas d'où ça venait. Alors je me disais, ils doivent trouver que j'en chie un peu trop au-dessus, ils me filent un petit coup de main pour que je ne meure pas tout de suite. Mais d'avoir ces moments-là où d'un seul coup, il y a des choses qui s'ouvrent et il y a des choses où ça laisse la place. Et l'autre chose que j'ai expérimenté aussi, c'est qu'avant, je donnais de l'argent aux mendiants, aux choses comme ça. Mais jamais je me connectais à eux. Et quand j'ai été dans ces états-là où je me sentais vraiment dans le plus misérable possible, j'étais capable, quand je voyais quelqu'un qui était dans la rue en train de mendier, de vraiment donner, mais en me connectant avec le cœur, en me sentant proche de lui, en captant son humanité. Quelque part, cette personne-là me redonnait le goût de la mienne.
Et là, j'ai senti qu'il y avait des ouvertures. Et dans l'enseignement donc, des énergies, ce qui est dit par Alice Bailey, c'est que toutes les crises sont là pour nous ouvrir le cœur. Et que c'est comme ça qu'on travaille. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut apprendre par la souffrance ou par la joie. On n'est pas obligé d'en baver tout le temps. Et puis, donc, je parlais de l'amour de soi, de commencer à s'aimer soi. Et je trouve que c'est un des travails le plus difficile. Et moi, la première fois que j'ai été confrontée, c'était grâce à Marc, qui m'a parlé de ma beauté d'être et de ma beauté d'âme. Et derrière, c'était tellement insupportable à écouter que j'ai déclenché un psoriasis des pieds à la tête, et à poil, je ressemblais à un dalmatien. Donc, je ne vous dis pas d'où je suis partie, c'était pas gagné. Et j'ai trouvé que c'était la partie la plus dure, d'arriver à se considérer comme beau, aimable, de s'accorder ça. Et une petite chose pour moi qui est un bon outil, puisque le but c'est de vous donner des pistes et le goût d'y aller et d'y aller en douceur, parce que je crois aussi qu'on a le droit de travailler en douceur et que c'est bien aussi efficace d'aller par petits pas, dans la douceur, dans la gentillesse par rapport à soi-même, c'est chaque soir d'avoir un petit cahier et de noter 3 choses dont vous êtes fiers. 3 moments avec lesquels vous êtes content. Quand je dis fier, c'est content. On est fier quand on est en phase avec qui on est, en fait. C'est ce sentiment de... On est habité, on est bien. C'est pas je me la pète, c'est pas ça. C'est... Je suis content avec ça. Et ça peut être, par exemple, le moment où vous avez reçu un sourire de quelqu'un. Ça peut être le moment où vous avez su accueillir ça. Ça peut être un moment où vous avez aidé quelqu'un à traverser. Ça peut être quelque chose que vous avez achevé, quelque chose de beau que vous avez fait. Ça peut être une attention que vous avez faite ou le choix de ne pas vous fâcher avec quelqu'un. Toutes ces petites choses, et il y en a des tonnes, mais juste en fin de journée, d'en récolter 3 et de les noter. Et ça fait un petit coffre à merveille, et c'est ce qui va vous donner du courage pour la suite. Parce que quand ça va mal, on remet le nez dedans, et hop, ça regonfle. Et il y avait une phrase de Marc, je vais le citer puisqu'il va me suivre. Il disait, le courage, c'est la mémoire des victoires passées. Et vraiment de faire toutes ces petites victoires qu'on a, où on s'est ouvert, où on a été attentif à soi-même, c'est ce qui va nous donner du courage d'aller de l'avant. Et des fois, c'est avec des choses très très simples qu'on arrive à avancer. Et puis l'autre chose, pour moi, qui est importante, c'est la gentillesse. De rétablir la bonté et la gentillesse comme une vertu, comme une pratique. D'avoir du temps avec ça et de le chérir. Et un autre truc à pratiquer, c'est le sourire. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand vous souriez, même si vous vous collez les joues pour que ça tienne, ça va automatiquement envoyer de la dopamine et de la sérotonine, puis peut-être encore plein d'autres trucs, mais je ne suis pas spécialiste. Et en tout cas, ces 2 choses-là, ça donne un sentiment de bonheur. Donc, de sourire. Toc, rien d'autre à faire. Vous pouvez démarrer avec des sparadraps, mais ça va commencer à générer les bonnes substances à l'intérieur du corps. Alors, quand je disais le plus gros du boulot, c'est d'arriver à se regarder et de commencer à se voir comme quelqu'un de bien, comme un être qui est, je veux dire, comme une âme qui s'exprime, comme de reconnaître le divin en nous, de reconnaître notre lumière. Et c'est tout ce travail-là, je disais que pour moi, me semble toujours le plus difficile, c'est d'arriver à s'aimer soi-même et à se considérer, à se donner toute l'attention. Parce qu'on est très très fort pour se critiquer, se casser la baraque. Là, ça va vite, tac, 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 tac. Et là, de se réhabiliter. Et il y a un très très beau texte que j'ai envie de vous lire. J'espère que je l'ai... Oui, je l'ai mis là, parce que sinon il est dans mon sac à main. Mais j'arrive pas à le définir en entier. Ah si. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants, au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même.
En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. C'est beau. Et c'est le texte que Nelson Mandela a choisi de lire le jour de son investiture à la présidence de l'Afrique du Sud en 1994. C'est pas lui qui l'a écrit, c'est Marianne Williamson qui a écrit un cours en miracle, entre autres. Voilà, mais je voulais vous le partager parce que celui-là, il me rappelle. Quand ça va pas bien, je le relis, je me dis hop. Et puis, il y a un autre truc. C'est que quand on démarre à commencer à prêter attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, quand on commence à mettre de l'intention, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de mettre des choses en place, qu'on a envie de faire notre prochain pas, d'apprendre, de s'ouvrir, et puis qu'on est attentif aux choses, ben, il y a un truc magique qui se passe, ce sont les synchronicités. Comme par hasard, l'univers va conspirer à notre bonheur. Il y a des choses qui vont arriver, on ne comprend pas comment ça marche, mais ça se passe. On va relever des choses qui vont nous indiquer si oui ou non, et ben c'est juste. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai fait une consultation avec une dame qui était un peu voyante, et cette dame me dit « Marie, ça va bien, chez vous, il y a juste un petit point rouge, c'est à la maison. La femme qui s'occupe de vos enfants, c'est pas tip-top. » Puis je lui dis en riant « Oui, mon mari me dit tout le temps qu'elle a un petit poids dans la tête. » Et là, elle rigole pas, elle me dit « Non, Marie, c'est pas un petit poids, c'est une tête d'épingle, et vos gamins sont pas en sécurité. » Moi, je sors de là, je me dis « Mais je vais pas arranger tous les trucs. » Je bossais énormément, et c'était hyper pratique, elle était adorable, cette dame. Je me dis, je ne vais pas tout chambouler parce qu'une voyante qui me dit que ça ne va pas, etc. Mais quand même, le matin, je médite. Et puis, à la fin de la méditation, je demande à l'univers, je fais ma prière à l'univers en disant, aidez-moi à prendre la juste décision et la juste action, à être juste dans ce que je décide par rapport à mes enfants. Et cette journée-là, j'ai eu 3 personnes que je connais bien, puisque avec les cheveux gris, ça fait des années que je les fréquente. Donc, des gens que je connais sur en tout cas une période de 30 ans. Ces personnes-là m'ont jamais rien dit sur les 30 ans concernant ma vie de famille ou la manière dont je gérais ma vie. Jamais, c'est pas un sujet qu'on abordait. Et la même journée, ces 3 personnes, j'en ai eu 2 que j'ai vues et une au téléphone. Une qui me dit, écoutez, j'ai appelé chez vous, c'était tatati, elle me raconte ce qui se passait. Ma belle-fille qui avait gardé ma fille me la ramène. Elle me dit, écoute Marie, j'ai cru que je la reprenais, je la laissais pas. La nounou était dans tous ses états. Et une autre amie qui connaissait les enfants qui me dit, écoute, j'ai croisé ta nounou sur le trottoir, voilà ce qu'elle a dit. En fait, pour moi, ça me choque. À partir de là, je me suis dit, bon, il faut changer la chose. Et j'ai fait ça en douceur parce que je voulais pas blesser cette personne. J'avais vécu un licenciement, donc je sais ce que c'est pas facile. Donc, j'avais pas envie de refaire la même chose. Mais j'ai pu résoudre la situation en clarté. Et là, je dirais, j'ai été aidée. Comme par hasard, c'est quand même curieux. Puis des synchronicités, on en a plein, quoi. Ça va être les... Et de la même manière, j'allais dire, c'est à chacun de trouver comment vous voulez y aller et de vous faire confiance. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez. Alors pour moi, il y a une boussole qui est essentielle, c'est la joie. Quand on fait un truc et qui vous donne de la joie, c'est que c'est juste. Ça sent bon. Pour moi, en tout cas, c'est ma boussole intérieure. Si je me sens joyeuse avec quelque chose, c'est que j'étais juste là-dedans. Et puis, il y a d'autres choses, c'est vraiment des fois d'exprimer l'intention. Tiens, j'ai envie de trouver un bouquin qui va m'aider pour commencer à démarrer quelque chose. Et vous rentrez dans une librairie, et là, comme par hasard, il y a peut-être un livre qui va vous sauter aux yeux, une jaquette à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé, quelqu'un à côté qui va parler d'un truc. Enfin, il va y avoir des signes. Et plus vous êtes attentif à ça, et plus vous dites, mais l'univers, il est magique, quoi. Seul truc qui pêche là-dedans, c'est que j'y crois pas assez. Parce qu'on manque de foi, en fait. Il y a plein de choses magiques autour de nous, il y a plein de trucs faciles, et puis on n'y va pas parce qu'on se dit, ça ne tient pas la route, ou il devait être bien allumé quand ils m'ont raconté ça, ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est vrai, vraiment, moi, si je peux passer quelque chose comme message, c'est d'y aller, de regarder, d'essayer, et puis de vous faire confiance, parce que le truc qui vous conviendra, il va vous venir. Et c'est peut-être pas dans tout ce que j'ai cité, c'est peut-être plein d'autres trucs. Mais dès que vous aurez mis l'intention en route et que vous ferez attention à ce qui se passe, il y a des petites portes qui vont s'ouvrir, il va y avoir des signes, il va y avoir des... Et c'est vraiment de faire confiance à ce processus. Et j'aime bien cette citation d'Einstein qui dit « Le hasard est le nom que prend Dieu quand il veut rester anonyme ». Et donc tous ces phénomènes de synchronicité, pour moi, je me dis que c'est des clins d'œil du ciel. Ou de l'univers, ou de... Voilà. Donc en conclusion, moi je vous invite à vous aimer,
les uns les autres comme à l'église. Donc déjà, commencez par vous-même. Parce qu'on dit tout le temps, la parole du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. Et on oublie la deuxième partie, comme vous vous aimez vous-même. Donc le premier boulot, c'est de s'aimer soi-même, et ce n'est pas le plus facile. Et si on fait ça, automatiquement, ça déborde. Ça ne peut pas ne pas déborder. Voilà. S'il y a un truc important, c'est peut-être ça. Le reste, c'est des outils, ça marche, essayez-les. Mais il y en a encore plein d'autres. On n'a pas le temps de tout voir. Et puis je ne les connais pas tous et j'en découvre sans arrêt tous les jours. Ok, merci Marie. Voilà. Donc merci pour cette présentation. Là, je vais commencer avec la première question. On a vu que la technologie EmiSync, avec ce qu'on a pu entendre, que effectivement on entendait ce bruit oscillatoire ou d'ondulation qui était créé par notre cerveau. Bon, donc ça c'est un élément. Maintenant, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu plus ce que permet la technologie EmiSync, ou est-ce que tu en as éprouvé toi, parce que tu en as parlé très rapidement, mais concrètement, quand on le teste, vers quoi ça mène, quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qu'on rencontre, etc. Voilà, donc effectivement, j'ai expérimenté pas mal. Je suis traîneur pour l'Institut Monroe, donc pour introduire les gens à la méthode. Alors, ce qu'on découvre au tout début, on va découvrir ce qui ressemble à un scan corporel dans la méditation, c'est-à-dire vraiment l'état esprit éveillé, corps endormi. Parce qu'en général, on est plutôt corps réveillé, esprit endormi. Donc là, on découvre l'inverse, de sentir vraiment le corps absent et de sentir qu'on a le mental complètement actif et présent. Puis ensuite, il y a un deuxième stade, on commence sur les états de conscience élargis. Et là, c'est difficile à décrire, c'est comme si au-dessus, là, ça dégageait. On perd la conscience du corps, le corps il peut être grand ou petit. Par contre, au niveau du champ d'investigation, d'ouverture, c'est grand. On se sent vivre complètement différemment, c'est un autre état. Ce qui est connu des gens qui pratiquent la méditation. Donc c'est vraiment cette ouverture. Et puis ensuite, il y a plein d'autres états où on va aller travailler sur des espaces où on va expérimenter, par exemple, no time, pas de temps. On perd complètement la notion du temps. Moi, ce n'est pas l'état que je préfère personnellement, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Pour moi, je le vis comme ça. Puis après, il y a un autre état qu'on peut visiter, qui va être ce qu'ils appellent le passage. On peut commencer à rencontrer des âmes défuntes. Et par exemple, l'Institut Monroe, ils font un gros travail sur le fait de documenter ça. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent, quand ils rencontrent des êtres comme ça, des âmes qui ne sont pas encore passées de l'autre côté, ça va être de les interroger. Tu t'appelles comment, t'es Morou, qu'est-ce que tu fais, etc. Et ils font un registre et ils font des recherches après pour documenter tout ça. Et des fois, c'est assez surprenant parce qu'ils vont retrouver la trace d'un bateau qui a coulé à tel endroit avec un marin qui s'appelait bien comme ça, etc. Donc, ils essayent de montrer qu'il y a une existence dans l'après-vie, de le démontrer de manière scientifique. Puis après, il y a encore d'autres applications où vous commencez à travailler de vous déplacer sur certains endroits, d'aller capter d'autres informations. Puis après, il y a également d'autres choses où ils travaillent plus sur la sortie du corps. Commencer à prendre conscience qu'on est vraiment une conscience incarnée dans le corps et d'avoir ce sentiment de la conscience qui est délocalisée. Et il y a aussi d'autres expériences qu'ils font, et ça c'est plutôt les hommes qui y vont, c'est de travailler sur la matière. Donc là, ils s'amusent en groupe à tordre des cuillères, à tordre des trucs sans les toucher. Et ça marche. Enfin, il y a plein d'applications. Moi, il y a aussi des choses que j'ai trouvées fabuleuses. C'est un programme qui s'appelle Earthline, donc qui est vraiment sur le travail de l'ouverture du cœur. Et de connaître ses sentiments d'amour, de bénédiction, d'ouverture à soi-même. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses. À partir du moment où on commence à travailler dans ces ouvertures-là, on reçoit énormément d'intuition, énormément de réponses pour soi, énormément de guérison, de guérison. Et dans le programme Earthline, par exemple, on faisait des exercices, on était un groupe, et on travaillait la poterie, de faire des choses en terre. Et à un moment donné, donc, on mettait les sons, et là, on fermait les yeux. Et on se mettait en état de conscience modifié, et on remodelait main nue de la terre. Et ce qui sortait, c'était juste magnifique, quoi. Moi, j'étais même scotchée de ce que j'avais fait. Tellement je trouvais que c'était beau. Puis je regardais ceux des autres, c'était trop beau, quoi. Et c'était complètement différent. Et là, c'est de travailler sur la créativité. Il y a un autre programme où ils travaillent sur ce qu'on appelle guideline, c'est-à-dire la rencontre avec ses guides.
ou son autre moi cosmique, ou son ange gardien. On peut mettre le mot qu'on veut, mais où on va vraiment vers une rencontre, vers un autre état de conscience. On peut appeler ça la partie sage de soi-même, son âme, son guide. En tout cas, il y a ce contact-là qui vient, avec plein de confirmations, plein de guérisons, des guidances, Après, on peut travailler sur plein d'autres choses. On peut travailler sur la focalisation de l'énergie, l'apprentissage accéléré. Moi, quand j'ai voulu passer ma certif, c'était tout en anglais. Puis l'anglais, en plus l'anglais médical, alors je vous dis pas, j'en avais ras-le-bol. Et quand j'avais fait 5 heures d'affilée, j'étais sèche. Mais si je mettais les applications, donc les musiques qui aident à focaliser à l'apprentissage rapide, je refaisais 2 heures de boulot intensif, en plus de ce que j'avais fait dans ma journée, sans peine. Donc là, j'ai vu que ça jouait vraiment. Après, il y a des cycles sur le sommeil pour les gens qui ont des problèmes d'endormissement, sur la guérison. Vraiment apprendre à travailler avec le corps, à parler avec ses cellules, à s'auto-guérir. Moi, j'ai expérimenté ça aussi quand j'ai eu donc à l'hôpital. Ils ont un groupe qu'ils appellent le Deck Energy Club, Dolphin Energy Club. Donc ils soignent avec l'énergie à distance et ils font ça une semaine sur vous. Et j'ai senti la différence au niveau de la douleur quand ils travaillaient sur moi, quand ils ne travaillaient pas. Il y a plein de domaines d'application. Ils travaillent aussi avec les animaux, les vétérinaires, des applications pour les vétérinaires. Il y a des opérations qui se font sans anesthésie avec les sons, donc un peu comme sous hypnose ou sous acupuncture. Il y a une tapée de choses, il y a vraiment un champ très large. Ouais. Le champ est très très large.